Le 15 septembre 1981, Maxence Lavallée, 22 ans, fils unique du magnate de l'automobile Robert Lavallée, disparaît sans laisser de traces de sa luxueuse résidence de Neuilly-sur-Seine. 3 jours plus tard, Marcel Durand, son garde du corps personnel, est retrouvé mort d'une balle dans la nuque sur un terrain vague de Clichy. Cette affaire, qui a secoué la haute bourgeoisie française au début des années 80, cache une vérité si troublante qu'elle remettra en question tout ce que nous croyons savoir sur les liens familiaux et les limites de l'amour paternel. Comment un père peut-il orchestrer la disparition de son propre fils? Et pourquoi un homme loyal jusqu'à la mort a-t-il payé de sa vie une leçon qui n'aurait jamais dû aller si loin? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires criminelles réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Neuilly-sur-Seine, septembre 1981. Cette commune des Hauts-de-Seine, située à l'ouest de Paris, représente depuis des décennies l'épicentre du luxe et du pouvoir économique français. Avec ses larges avenues bordées d'hôtels particuliers et ses jardins soigneusement entretenus, Neuilly abrite les résidences des industriels, des banquiers et des personnalités politiques les plus influentes du pays. En cette fin d'été 1981, alors que François Mitterrand vient d'être élu président de la République et que la France traverse une période de changements sociaux majeurs, la tranquillité bourgeoise de cette enclave dorée va être brutalement perturbée. Au numéro 47 de l'avenue Charles de Gaulle se dresse l'imposante demeure de la famille Lavallée. Cette bâtisse de style haussmannien, acquise en 1965 par Robert Lavallée, témoigne de la réussite fulgurante d'un homme parti de rien pour devenir l'un des leaders de l'industrie automobile française. Derrière ses grilles forgées et ses murs de pierre blonde, la propriété s'étend sur près de 2000 mètres carrés, incluant un parc paysager, une piscine couverte et un garage souterrain pouvant abriter une douzaine de véhicules de collection. Robert Lavallée, 52 ans en cette année 1981, incarne parfaitement le self-made man français. Né dans une modeste famille d'ouvriers de Bilancourt, il a gravi tous les échelons de l'industrie automobile, depuis apprenti mécanicien jusqu'à patron d'un empire comprenant 3 usines de production et un réseau de concessionnaires s'étendant sur tout le territoire. Grand, le cheveu grisonnant soigneusement peigné en arrière, Robert impose le respect par sa seule présence. Ses costumes sur mesure de chez Charvet, ses montres Patek Philippe et ses voitures de luxe ne sont pas de simples signes extérieurs de richesse, mais les symboles d'une ascension sociale méticuleusement construite. À ses côtés, Sylvie Lavallée, 48 ans, représente l'épouse parfaite de l'industriel prospère. Ancienne mannequin reconvertie en mécène, elle préside plusieurs associations caritatives et organise régulièrement des galas de bienfaisance dans les salons dorés de leur demeure. Blonde, élégante, toujours vêtue des créations des plus grands couturiers parisiens, Sylvie maîtrise à la perfection les codes de la haute société française. Pourtant, derrière cette façade irréprochable se cache une femme profondément inquiète pour l'avenir de son fils unique. Maxence Lavallée, 22 ans, est le point de convergence de tous les espoirs et de toutes les angoisses de ses parents. Né le 12 mars 1959, il a grandi dans l'opulence la plus totale, fréquentant les meilleures écoles privées de la capitale, passant ses vacances dans la villa familiale de Saint-Tropez ou lors de voyages exotiques aux 4 coins du monde. Grand comme son père, brun aux yeux verts, Maxence possède ce charme naturel des jeunes gens, habitués dès l'enfance à voir tous leurs désirs exaucés sans effort. Cependant, cette vie dorée a forgé chez le jeune homme une personnalité complexe et troublante. Brillant intellectuellement, il a obtenu son baccalauréat avec mention et intégré Sciences Po Paris. Mais sa scolarité a été émaillée d'incidents révélateurs d'un caractère impulsif et d'un goût prononcé pour les situations à risque. Dès l'adolescence, Maxence a montré une fascination morbide pour le danger, multipliant les conduites imprudentes. Courses automobiles, clandestines, dans les rues de Paris, paris sportifs de plus en plus importants, fréquentation de milieux interlopes que sa position sociale aurait dû lui interdire.
Robert Lavallée, obsédé par la transmission de son empire, a longtemps fermé les yeux sur les écarts de son fils, espérant que l'âge et les responsabilités le ramèneraient dans le droit chemin. Il a multiplié les postes de complaisance dans ses entreprises, offert à Maxence un appartement de fonction avenue Foch, mis à sa disposition chauffeur et carte de crédit illimitée. Chaque nouvelle frasque était étouffée par l'influence et l'argent, chaque dette de jeu discrètement épongée, chaque scandale potentiel soigneusement évité grâce aux relations du patriarche dans les milieux du pouvoir et de la presse. Sylvie, de son côté, oscillait entre une indulgence maternelle aveugle et une angoisse croissante devant l'évolution de son fils. Elle passait des heures au téléphone avec les mères de famille de son milieu, cherchant des conseils pour canaliser ce qu'elle préférait appeler l'exubérance juvénile de Maxence, plutôt que de reconnaître ses véritables dérives. Pour assurer la sécurité de leur fils, les Lavallée avaient fait appel depuis 1979 au service de Marcel Durand. Âgé de 45 ans, ancien sous-officier de la Légion étrangère ayant servi en Indochine puis en Algérie, Marcel incarnait la fidélité et la compétence professionnelle absolue. De taille moyenne, mais d'une carrure impressionnante, le visage buriné par des années d'exposition au soleil africain, il parlait peu, mais observait tout. Ses références étaient impeccables. Après sa reconversion dans le civil, il avait assuré la protection de plusieurs personnalités du monde politique et économique, sans qu'aucun incident ne vienne jamais ternir sa réputation. Marcel avait accepté ce poste particulier pour des raisons autant financières que personnelles. Veuf depuis 1977, sans enfant, il trouvait dans cette mission un substitut à la famille qu'il n'avait jamais vraiment eu le temps de construire. Sa loyauté envers Robert Lavallée était totale, et il vouait au jeune Maxence une affection paternelle discrète, mais sincère, malgré les difficultés que lui causaient les frasques répétées de son protégé. Le garde du corps logeait dans un pavillon indépendant, situé au fond de la propriété des Lavallée, d'où il pouvait surveiller les allées et venues, tout en préservant l'intimité de la famille. Son quotidien consistait à accompagner Maxence dans ses déplacements, à évaluer les risques liés à ses fréquentations et à rendre compte discrètement à Robert des activités de son fils. Une mission délicate qui exigeait autant de psychologie que de compétences techniques. En cette fin d'été 1981, la tension au sein de la famille Lavallée avait atteint un niveau critique. Les dettes de jeu de Maxence, initialement évaluées à quelques dizaines de milliers de francs, avaient explosé au cours des derniers mois, atteignant, selon les estimations de Marcel, des montants dépassant le million de francs. Plus inquiétant encore, le jeune homme avait commencé à fréquenter des établissements de jeux clandestins, tenus par des individus aux méthodes de recouvrement particulièrement brutales. Le samedi 12 septembre 1981, Sylvie Lavallée organise dans sa demeure de Neuilly l'une de ses réceptions mensuelles, un événement mondain réunissant une cinquantaine d'invités triés sur le volet parmi l'élite parisienne. L'objectif de cette soirée, baptisée Gala pour l'enfance défavorisée, est de lever des fonds pour une association caritative, dont Sylvie est la marraine. Comme à l'accoutumée, les salons de réception sont transformés en écrins de raffinement, composition florale réalisée par le fleuriste du Ritz, buffet gastronomique préparé par un traiteur de renom, orchestre de jazz installé dans le grand salon. Maxence, contrairement à ses habitudes, accepte de participer à cette réception. Depuis plusieurs semaines, ses parents ont remarqué un changement inquiétant dans son comportement. Alternant entre phases d'agitation extrême et moments de prostration inexpliqués, le jeune homme semble rongé par une angoisse qu'il refuse obstinément d'expliquer. Marcel Durand, de son côté, a signalé à Robert que Maxence reçoit de plus en plus d'appels téléphoniques dont il refuse de révéler la provenance et qu'il a été aperçu à plusieurs reprises dans des quartiers peu fréquentables de l'Est parisien. Ce soir-là, Maxence fait son apparition vers 21h dans le grand salon, vêtu d'un smoking impeccable, mais le visage marqué par la fatigue.
Les invités, habitués à voir le fils Lavallée dans ses grands jours, sont frappés par sa pâleur et son regard fuyant. Ils saluent mécaniquement quelques connaissances, acceptent une coupe de champagne qu'ils vident d'un trait, puis se dirigent vers la bibliothèque où ils s'isolent avec un verre de whisky. Vers 22h30, Marcel Durand, qui surveille discrètement la soirée depuis le hall d'entrée, remarque que Maxence quitte la bibliothèque et se dirige vers l'office où le personnel de service s'affaire. Le garde du corps le suit à distance respectueuse et l'entend demander au maître d'hôtel l'autorisation d'utiliser le téléphone de service pour un appel urgent. La communication dure environ 5 minutes, pendant lesquelles Maxence parle à voix basse dans une langue que Marcel identifie comme étant de l'italien ou du corse. À 23h15 précise, Maxence rejoint ses parents dans le petit salon attenant à la salle de réception. Il les informe qu'il doit s'absenter pour régler une affaire importante et qu'il rentrera probablement tard dans la nuit. Robert, agacé par cette défection en pleine réception, lui rappelle sèchement ses obligations mondaines, mais Maxence reste inflexible. Il embrasse sa mère sur le front, serre la main de son père et disparaît par l'escalier menant à l'étage des chambres. Marcel, alerté par son instinct professionnel, monte discrètement surveiller les allées et venues du jeune homme. Il le voit ressortir de sa chambre 5 minutes plus tard, portant un sac de voyage de petite taille et une veste de cuir noir à la place de son smoking. Maxence se dirige vers l'escalier de service, menant directement au garage souterrain, évitant ainsi de repasser par les salons où se déroule la réception. Le garde du corps hésite quelques secondes, puis décide de suivre son protégé. Il arrive au garage au moment où Maxence démarre sa Porsche 911 turbo argentée, un modèle 1980 qu'il a reçu pour ses 21 ans. Marcel frappe à la vitre conducteur et demande au jeune homme s'il souhaite qu'il l'accompagne. Maxence refuse catégoriquement, affirmant qu'il s'agit d'un rendez-vous personnel et qu'il préfère s'y rendre seul. Devant l'insistance de Marcel, qui invoque les consignes de sécurité données par Robert, Maxence finit par céder et accepte que son garde du corps le suive dans un véhicule séparé. Les deux voitures quittent la propriété Lavallée à 23h42 exactement, selon les indications du gardien de nuit, qui note scrupuleusement tous les mouvements dans son registre. Maxence prend la direction du périphérique parisien, suivi à distance par Marcel au volant de sa Peugeot 504 de service. Le convoi emprunte la sortie porte de Clichy et s'engage dans les rues sombres de cette banlieue industrielle en pleine mutation. À minuit 10, les véhicules s'immobilisent boulevard Victor Hugo, devant un entrepôt désaffecté de l'ancienne zone industrielle de Clichy. Marcel observe depuis sa voiture Maxence, qui consulte nerveusement sa montre, allume puis éteint plusieurs cigarettes sans les terminer. Le quartier, en pleine démolition pour laisser place à de nouveaux immeubles de bureaux, est désert à cette heure tardive. Seuls quelques réverbères fonctionnent encore, créant des zones d'ombre inquiétantes entre les bâtiments abandonnés. À minuit 25, une berline sombre, que Marcel identifie comme une Mercedes 280 SE de couleur noire, vient se garer à une 50aine de mètres de la Porsche de Maxence. Deux hommes en descendent, leurs visages dissimulés par l'obscurité. L'un d'eux, de corpulence massive, porte ce qui ressemble à un long manteau de cuir. Le second, plus petit mais d'allure athlétique, garde les mains dans les poches de sa veste, geste qui met immédiatement Marcel en alerte. Maxence sort de sa voiture et se dirige vers les deux inconnus. Marcel, inquiet, tente de se rapprocher pour mieux entendre la conversation, mais la distance et le bruit du vent l'empêchent de saisir des mots précis. Il distingue cependant que les échanges sont tendus. Maxence gesticulant de plus en plus violemment, tandis que les deux hommes restent immobiles et silencieux. La situation bascule à minuit 38. Marcel voit Maxence reculer brusquement vers sa voiture, comme s'il tentait de mettre fin à l'entrevue. Le plus grand des deux hommes fait un pas vers lui et lui saisit fermement le bras. À cet instant précis, Marcel sort de sa Peugeot et se dirige rapidement vers le groupe, la main droite glissée sous sa veste pour atteindre son arme de service. « Monsieur Maxence, tout va bien !» crie-t-il en s'approchant. Sa voix résonne étrangement dans le silence de cette zone industrielle abandonnée.
Les deux inconnus se retournent simultanément vers lui, et Marcel distingue enfin leur visage dans la lumière blafarde d'un réverbère. L'homme au manteau de cuir, la cinquantaine, porte une cicatrice visible de l'oreille droite jusqu'à la commissure des lèvres. Son compagnon, plus jeune, a le crâne rasé et des tatouages sur les mains. « Qui c'est, celui-là » demande l'homme à la cicatrice avec un accent que Marcel identifie immédiatement comme corse. Sa voix est grave, menaçante, celle d'un homme habitué à ce qu'on lui obéisse sans discuter. Maxence, visiblement paniqué, répond d'une voix tremblante. « C'est Marcel, mon garde du corps. Il ne dit rien, vous pouvez lui faire confiance. » Cette réponse surprend Marcel, qui comprend soudain que ce rendez-vous nocturne n'a rien d'anodin et que son protégé s'est engagé dans quelque chose de bien plus dangereux qu'il ne l'imaginait. L'homme au crâne rasé s'avance vers Marcel, la main droite toujours dans sa poche. « Tu ferais mieux de retourner à ta voiture et de nous laisser discuter tranquillement, » dit-il d'un ton qui ne laisse aucune place à la négociation. Mais Marcel, fidèle à sa mission, refuse de s'éloigner. « Je reste avec monsieur Maxence, » répond-il calmement, tout en évaluant mentalement ses chances face à deux adversaires potentiellement armés. La tension monte d'un cran. L'homme à la cicatrice consulte sa montre et fait signe à son compagnon. « On n'a pas de temps à perdre avec ça, » dit-il. Puis, s'adressant directement à Maxence, « Tu viens avec nous maintenant, et ton copain reste là, c'est pas négociable. » Maxence regarde alternativement Marcel et les deux hommes, visiblement déchirés entre plusieurs options. Finalement, il s'approche de son garde du corps et lui murmure « Marcel, fais ce qu'ils disent. Je reviens dans quelques heures, je te le promets. Il faut que je règle cette histoire, sinon... » Il ne termine pas sa phrase, mais son regard exprime une peur que Marcel n'avait jamais vue auparavant chez ce jeune homme, habitué à tous les privilèges. À minuit 45, Maxence Lavallée monte à l'arrière de la Mercedes noire, encadré par les deux inconnus. La berline démarre en trombe et disparaît dans la nuit en direction de la porte de Saint-Ouen. Marcel reste seul sur ce boulevard désert, à côté de la Porsche abandonnée de son protégé, avec un sentiment d'impuissance qu'il n'avait plus ressenti depuis ces années de guerre. C'est la dernière fois que quelqu'un voit Maxence Lavallée vivant. Marcel Durand passe cette nuit du 12 au 13 septembre 1981 dans sa Peugeot 504, garée boulevard Victor Hugo à Clichy, à surveiller la Porsche abandonnée de Maxence. Vers 6 heures du matin, n'ayant aucune nouvelle de son protégé et craignant le pire, il décide de rentrer à Neuilly pour informer Robert Lavallée de la situation. Le trajet de retour lui semble interminable, chaque feu rouge lui donnant le temps de mesurer l'ampleur de son échec professionnel. À 6h45, Marcel sonne à la grille de la propriété Lavallée. Le gardien de nuit, surpris de le voir rentrer si tôt et sans Maxence, l'informe que M. Robert vient de descendre prendre son petit déjeuner dans la véranda. Le garde du corps se dirige d'un pas lourd vers la maison principale, répétant mentalement les mots qu'il va utiliser pour expliquer l'inexplicable. Robert Lavallée, en robe de chambre de soie bordeaux, lit Le Figaro, tout en buvant son café matinal, quand Marcel apparaît dans l'encadrement de la porte-fenêtre. D'un seul regard, l'industriel comprend que quelque chose de grave s'est produit. « Où est Maxence ?» demande-t-il avant même que Marcel ait ouvert la bouche. La réponse de son employé le frappe comme un coup de massue. Monsieur Maxence a été emmené par deux hommes hier soir, vers minuit 45. J'ai tenté de m'interposer, mais les 3 heures suivantes sont un tourbillon d'activités fébriles. Robert Lavallée, utilisant ses relations dans la haute fonction publique, obtient qu'un commissaire de police se rende personnellement à son domicile pour recueillir la déposition de Marcel. Sylvie, réveillée en urgence, oscille entre crise de larmes et phase de déni total, refusant d'admettre que son fils puisse être en danger. Le commissaire Henri Fontaine, âgé de 38 ans, arrive à Neuilly vers 10h30. Cet homme méthodique et expérimenté, qui dirige le commissariat du 17e arrondissement, a déjà eu l'occasion de traiter des affaires délicates impliquant des personnalités en vue.
Sa première impression de la famille Lavallée est celle d'une bourgeoisie en état de choc, mais il détecte rapidement des zones d'ombre dans le récit familial. L'interrogatoire de Marcel dure près de 2 heures. Le garde du corps décrit minutieusement les événements de la veille, depuis l'appel téléphonique mystérieux de Maxence jusqu'à son enlèvement par les 2 inconnus. Il fournit un signalement précis des ravisseurs et de leur véhicule, insiste sur l'accent corse de l'un d'eux, évoque les dettes de jeu qu'il soupçonne depuis plusieurs mois. Robert Lavallée, présent lors de cet interrogatoire, blêmit progressivement en découvrant l'ampleur des activités clandestines de son fils. La Porsche de Maxence est récupérée dans l'après-midi par les services techniques de la police. L'examen du véhicule ne révèle aucune trace de violence, mais les enquêteurs découvrent dans la boîte à gants un carnet d'adresses manuscrit contenant plusieurs numéros de téléphone accompagnés de noms à consonance corse ou italienne. Plus troublante encore, il trouve sous le siège conducteur une liasse de billets de banque d'un montant de 50 000 francs, soigneusement dissimulés dans une enveloppe Kraft. L'enquête piétine rapidement. Les 2 hommes décrits par Marcel correspondent au signalement de membres présumés du grand banditisme corse, mais aucune identification formelle n'est possible. Les numéros de téléphone trouvés dans la voiture sont tous sur liste rouge ou correspondent à des cabines téléphoniques publiques. Quant à l'argent découvert, son origine reste mystérieuse. Ni Robert, ni Sylvie ne peuvent expliquer comment leur fils se trouvait en possession d'une telle somme. Les jours suivants transforment la demeure de Neuilly en véritable centre de crise. Le téléphone sonne sans interruption. Journalistes en quête de sensationnel, relations d'affaires de Robert exprimant leur soutien, amis de Maxence cherchant à comprendre ce qui s'est passé. Sylvie, effondrée, ne quitte plus sa chambre et refuse de voir quiconque. Robert, lui, mobilise tous ses contacts pour tenter de retrouver la trace de son fils. Ancien de l'armée reconverti dans la sécurité privée, avocat spécialisé dans les affaires criminelles, jusqu'à des intermédiaires peu recommandables capables de négocier avec le milieu. Marcel Durand vit ses premiers jours dans un état de culpabilité permanent. Fidèle à son poste malgré l'absence de celui qu'il était censé protéger, il continue à loger dans son pavillon au fond de la propriété, passant ses journées à éplucher les journaux et à arpenter les rues de Paris à la recherche d'indices. Il se rend quotidiennement au commissariat pour suivre l'évolution de l'enquête et harcèle ses anciens camarades de la Légion étrangère, aujourd'hui dans la sécurité privée, pour qu'ils activent leur réseau d'informateurs. Le 18 septembre 1981, soit 6 jours après la disparition, l'affaire connaît un rebondissement inattendu. Un appel téléphonique parvient au domicile des Lavallée, vers 15 heures. Robert, qui décroche personnellement, entend une voix déformée par un modificateur électronique lui annoncer « Votre fils va bien pour l'instant. Si vous voulez le revoir, préparez 2 millions de francs en billets usagés. Attendez nos instructions. » La communication est coupée avant que l'industriel puisse poser la moindre question. Cette demande de rançon relance l'enquête, mais elle soulève également de nouvelles interrogations. 2 millions de francs représentent une fortune considérable, même pour Robert Lavallée. Plus troublante encore, cette somme correspond exactement au montant des dettes de jeu que Marcel estimait avoir accumulé Maxence selon ses recoupements discrets. Cette coïncidence interpelle le commissaire Fontaine, qui commence à soupçonner que l'enlèvement pourrait être lié aux activités de jeu clandestins du jeune homme. Les semaines passent sans nouvelle communication des ravisseurs présumés. Robert fait surveiller discrètement son téléphone par une société de sécurité privée, espérant pouvoir localiser le prochain appel, mais rien ne vient. L'enquête officielle s'enlise progressivement, les pistes se révélant une à une sans issue. Les témoins potentiels dans les milieux du jeu clandestin refusent de parler, intimidés ou achetés par des forces que la police peine à identifier. Octobre 1981 apporte son lot de fausses joies et de désespoir renouvelés. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu Maxence dans différents quartiers de Paris, mais ces signalements se révèlent sans fondement lors des vérifications.
Un individu se présente même au commissariat en prétendant détenir des informations sur l'enlèvement. Mais il s'agit d'un mythomane, cherchant à extorquer de l'argent à la famille. Marcel Durand, de son côté, mène sa propre enquête parallèle. Utilisant ses contacts dans le milieu de la sécurité privée et ses souvenirs d'anciens militaires, il parvient à identifier plusieurs établissements de jeux clandestins fréquentés par Maxence au cours des derniers mois. Il découvre ainsi l'existence d'un cercle de jeux situé dans une cave de la rue de Lappe, dans le 11e arrondissement, où le jeune Lavallée aurait perdu des sommes considérables au poker et à la roulette. Cette découverte révèle une facette insoupçonnée de la personnalité de Maxence. Loin de se contenter des casinos légaux de Deauville ou d'Enghien-les-Bains que fréquente habituellement la bourgeoisie parisienne, le fils Lavallée recherchait manifestement des sensations plus fortes dans des environnements plus dangereux. Les témoignages recueillis par Marcel décrivent un jeune homme totalement accro au jeu, capable de perdre en une soirée l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier, puis de revenir le lendemain avec de nouveaux fonds pour tenter de se refaire. L'hiver 1981-1982 s'installe sur Paris sans apporter la moindre nouvelle de Maxence. La famille Lavallée traverse une période de deuil anticipé particulièrement éprouvante. Sylvie sombre dans une dépression profonde qui nécessite plusieurs hospitalisations discrètes dans une clinique privée de Neuilly. Robert, lui, se réfugie dans le travail, multipliant les voyages d'affaires et les réunions pour échapper à l'atmosphère pesante de sa demeure. Marcel observe cette décomposition familiale avec un sentiment d'impuissance croissant. Il voit Robert vieillir à vue d'œil, ses cheveux grisonner complètement en quelques mois, ses traits se creuser sous le poids de l'angoisse. L'industriel, habitué à contrôler tous les aspects de sa vie professionnelle et privée, supporte mal cette situation d'incertitude totale où son pouvoir et sa fortune se révèlent inutiles. Au printemps 1982, soit 6 mois après la disparition, l'enquête officielle est officiellement classée sans suite par le parquet de Paris. Cette décision, bien qu'attendue compte tenu de l'absence totale de pistes exploitables, constitue un nouveau choc pour la famille. Robert engage alors un détective privé réputé, ancien commissaire de la brigade criminelle, reconverti dans le secteur privé, pour poursuivre les recherches. Cette période marque également un tournant dans le comportement de Robert Lavallée. L'homme d'affaires pragmatique et rationnel laisse progressivement place à un père désespéré prêt à tout pour retrouver son fils. Il commence à fréquenter des individus qu'il n'aurait jamais côtoyés en temps normal. Indicateur de police à la retraite, ancien truand reconverti dans la sécurité, intermédiaire douteux prétendant avoir des contacts dans le milieu. Marcel assiste avec inquiétude à cette dérive, craignant que son employeur ne se mette en danger en s'aventurant dans des milieux qu'il ne maîtrise pas. Le 15 septembre 1982, exactement 1 an après la disparition de Maxence, un événement inattendu vient bouleverser la routine de deuil dans laquelle s'était installée la famille Lavallée. Ce matin-là, Marcel Durand effectue sa promenade quotidienne dans le parc de la propriété quand il remarque un détail qui le trouble profondément. La grille donnant sur l'avenue Charles de Gaulle, normalement fermée à clé, est légèrement entr'ouverte. Intrigué, Marcel s'approche pour examiner la serrure. Il découvre qu'elle a été soigneusement crochetée, probablement dans la nuit, par quelqu'un possédant des compétences techniques certaines. Plus troublante encore, une enveloppe Kraft est coincée entre les barreaux de la grille, à hauteur d'homme, comme si elle avait été placée là intentionnellement pour être trouvée. L'enveloppe, qui ne porte aucune inscription, contient une photographie en couleur de format 10x15 représentant Maxence Lavallée. Le cliché, visiblement récent, montre le jeune homme en pied devant ce qui semble être un mur de béton brut. Il porte un survêtement gris et des baskets, tenues qu'il n'avait jamais l'habitude de porter du temps où il vivait chez ses parents. Son visage, amaigri et marqué par la fatigue, exprime une résignation qui serre le cœur. Au verso de la photographie, quelqu'un a écrit au stylo bille bleu « Il va bien, ne cherchez plus ». Marcel, bouleversé par cette découverte, se précipite vers la maison principale pour informer Robert.
L'industriel, qui prenait son petit déjeuner dans la véranda, pâlit en découvrant la photographie de son fils. Après un long moment de silence, il décroche son téléphone et compose le numéro personnel du commissaire Fontaine, qu'il a gardé en contact direct depuis le début de l'affaire. L'expertise technique de la photographie, réalisée par le laboratoire de police scientifique de Paris, révèle des éléments troublants. Le cliché a été développé récemment, probablement dans les 48 heures précédant sa découverte. Le papier photographique provient d'un lot commercialisé uniquement dans la région parisienne au cours des 6 derniers mois. Quant au stylo utilisé pour l'inscription au verso, son encre contient des composants permettant de le dater avec une précision de quelques semaines. Ces éléments techniques confirment que Maxence était bien vivant au moment de la prise de vue, soit près d'1 an après sa disparition. Mais ils soulèvent également de nouvelles questions angoissantes. Pourquoi les ravisseurs présumés donnent-ils soudain signe de vie après des mois de silence? Que signifie exactement le message « Ne cherchez plus » ? S'agit-il d'une menace déguisée ou d'une véritable volonté d'apaisement? Le commissaire Fontaine décide de reprendre activement l'enquête. Il fait analyser minutieusement l'arrière-plan de la photographie par des spécialistes en reconnaissance d'images, espérant identifier le lieu où a été prise la photo. Les experts déterminent que le mur de béton visible derrière Maxence présente des caractéristiques architecturales typiques des constructions industrielles des années 1960-1970. Mais cette indication reste trop vague pour permettre une localisation précise. Plus intriguant encore, l'analyse morphologique de Maxence sur la photographie révèle qu'il a perdu une quinzaine de kilos depuis sa disparition, mais qu'il ne présente aucune trace visible de violence ou de mauvais traitement. Ses cheveux ont poussé et sa barbe naissante lui donne une apparence plus mature, presque apaisée, qui contraste étrangement avec les circonstances dramatiques de l'affaire. Cette découverte relance les spéculations sur la nature exacte de la disparition. Certains enquêteurs commencent à envisager que Maxence pourrait être parti volontairement, peut-être pour échapper à ses créanciers ou à des pressions familiales devenues insupportables. Cette hypothèse, bien qu'elle puisse expliquer certains aspects troublants de l'affaire, ne convainc ni Marcel ni Robert, qui connaissent trop bien le caractère de Maxence pour imaginer qu'il puisse infliger une telle souffrance à ses parents. Robert Lavallée, galvanisé par cette preuve que son fils est encore vivant, redouble d'efforts pour le retrouver. Il fait discrètement distribuer des copies de la photographie dans tous les quartiers de Paris et de la banlieue, accompagné d'une récompense substantielle pour toute information permettant de localiser Maxence. Cette initiative, bien qu'animée des meilleures intentions, va malheureusement déclencher une série d'événements tragiques. Les semaines suivant la découverte de la photographie sont marquées par une recrudescence d'activité autour de l'affaire Lavallée. La diffusion de l'image de Maxence génère des dizaines d'appels téléphoniques de témoins potentiels dont la plupart se révèlent sans intérêt. Cependant, 3 signalements retiennent l'attention des enquêteurs par leur précision et leur cohérence. Le premier émane d'un chauffeur de taxi parisien qui affirme avoir pris en charge, au mois d'août 1982, un jeune homme correspondant parfaitement au signalement de Maxence. Selon son témoignage, ce client l'a fait conduire depuis la gare de Lyon jusqu'à un hôtel discret du 13e arrondissement, près de la place d'Italie. Le chauffeur se souvient particulièrement de ce trajet car son passager semblait extrêmement nerveux et ne cessait de regarder par la lunette arrière comme s'il craignait d'être suivi. Le second témoignage provient d'une pharmacienne du 20e arrondissement qui déclare avoir vendu, à plusieurs reprises au cours de l'automne 1982, des médicaments contre l'anxiété à un jeune homme ressemblant à Maxence. Cette femme, particulièrement observatrice, précise que son client payait toujours en espèces et refusait systématiquement de présenter sa carte de sécurité sociale, préférant régler le prix fort plutôt que de laisser des traces administratives. Enfin, le troisième signalement émane du gérant d'une salle de sport située boulevard de Belleville.
Cet homme affirme qu'un jeune homme correspondant au signalement de Maxence s'est inscrit dans son établissement au mois de septembre 1982 sous le nom de Michel Landry. Ce client, qui venait s'entraîner régulièrement en fin d'après-midi, était particulièrement discret et évitait tout contact prolongé avec les autres adhérents. Ces 3 témoignages, bien que fragmentaires, dessinent le portrait d'un Maxence vivant en clandestinité dans l'Est parisien, adoptant une identité d'emprunt et prenant des précautions extrêmes pour ne pas être retrouvé. Cette découverte bouleverse Robert Lavallée, qui commence à envisager sérieusement l'hypothèse d'une fuite volontaire de son fils. Marcel Durand, de son côté, refuse d'accepter cette explication. Connaissant intimement la personnalité de Maxence, il ne peut concevoir que ce jeune homme habitué au luxe et au confort puisse survivre seul dans la précarité pendant plus d'1 an. Le garde du corps soupçonne plutôt que son protégé est retenu quelque part contre sa volonté, mais dans des conditions relativement clémentes qui lui permettent de se déplacer occasionnellement sous surveillance. Le 3 octobre 1982, soit 3 semaines après la découverte de la photographie, un nouvel événement vient compliquer l'enquête. Marcel, qui effectue sa ronde nocturne habituelle dans la propriété Lavallée, remarque une silhouette suspecte rôdant près du pavillon où il loge. Armé de sa torche électrique et de son pistolet de service, il s'approche discrètement de l'intrus. L'homme, surpris en flagrant délit de fouille dans les affaires personnelles de Marcel, tente de s'enfuir en escaladant la clôture séparant la propriété de l'avenue. Marcel parvient à le rattraper et à l'immobiliser après une brève lutte. L'individu, âgé d'une 30aine d'années, refuse obstinément de révéler son identité et le motif de sa présence. Il ne porte aucun papier d'identité, mais Marcel découvre dans ses poches un talkie-walkie professionnel et une liasse de billets de banque. L'interrogatoire de ce mystérieux visiteur, mené par le commissaire Fontaine, révèle qu'il s'agit d'un détective privé engagé par une partie intéressée par l'affaire Lavallée pour surveiller les allées et venues de Marcel et tenter de découvrir ce qu'il sait réellement sur la disparition de Maxence. L'homme refuse catégoriquement de révéler l'identité de son employeur, invoquant le secret professionnel. Mais cette découverte prouve que l'affaire intéresse d'autres acteurs que la famille et la police. Cette révélation plonge Robert Lavallée dans une paranoïa croissante. L'industriel commence à soupçonner que la disparition de son fils pourrait être liée à ses propres activités professionnelles, peut-être à des concurrents déloyaux ou à des partenaires d'affaires mécontents. Il fait installer un système de sécurité ultramoderne dans sa propriété et engage une équipe de garde du corps pour protéger sa famille. Sylvie, de son côté, supporte de plus en plus difficilement cette atmosphère de suspicion permanente. Elle accuse son mari de transformer leur domicile en forteresse et de faire fuir leurs amis par ses obsessions sécuritaires. Les époux Lavallée, unis dans l'épreuve au début de l'affaire, commencent à s'éloigner psychologiquement, chacun développant sa propre théorie sur ce qui est arrivé à leur fils. Le 15 octobre 1982, soit 1 mois exactement après la découverte de la photographie, Marcel Durand reçoit un appel téléphonique qui va changer le cours de l'enquête. Son interlocuteur, qui refuse de donner son nom mais s'exprime avec un accent du sud de la France, lui propose un rendez-vous discret pour lui révéler la vérité sur ce qui est arrivé au petit Lavallée. Après avoir longuement hésité, Marcel accepte ce rendez-vous qui doit avoir lieu le soir même, à 22h, dans un café de la rue Oberkampf. Il prévient discrètement le commissaire Fontaine et se rend au point de rencontre, accompagné à distance par une équipe de surveillance policière. L'homme qui l'attend dans le café correspond exactement au signalement de l'individu à la cicatrice aperçue le soir de l'enlèvement. Il se présente sous le nom de Jean-Baptiste et explique à Marcel qu'il travaille pour une organisation qui s'occupe de régler les problèmes de dette dans le milieu du jeu clandestin. Selon ses dires, Maxence avait effectivement contracté des dettes importantes, mais l'affaire avait pris une tournure inattendue qui échappait désormais au contrôle de tous les protagonistes. Le gosse n'était pas censé disparaître comme ça,
explique mystérieusement Jean-Baptiste. Il y a eu un malentendu, une histoire qui a mal tourné. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution pour que tout le monde s'en sorte. Ces paroles énigmatiques laissent entendre que l'enlèvement de Maxence pourrait être le résultat d'une opération qui a échappé à ses organisateurs. Plus troublant encore, Jean-Baptiste révèle à Marcel que certaines personnes très haut placées s'intéressent désormais à l'affaire Lavallée et souhaitent qu'elle soit définitivement classée. Il suggère que la famille ferait mieux d'accepter la perte de Maxence et de cesser ses recherches pour éviter que d'autres malheurs ne s'abattent sur elle. Cette conversation enregistrée à l'insu de Jean-Baptiste par les services de police révèle l'existence de ramifications complexes dans cette affaire apparemment simple d'enlèvement crapuleux. L'analyse de l'accent et du vocabulaire utilisé par l'informateur confirme ses origines corses, mais aussi une certaine éducation qui détonne avec le profil habituel des voyous de base. Le lendemain de ce rendez-vous, Marcel découvre que sa voiture a été vandalisée durant la nuit. Les pneus ont été crevés et une inscription menaçante a été gravée sur la carrosserie « Arrête de chercher ». Ce message, destiné à l'intimider, produit l'effet inverse et renforce sa détermination à élucider le mystère de la disparition de Maxence. Robert Lavallée, informé de ces développements, prend la décision de porter plainte pour menaces et intimidation. Mais cette démarche va déclencher une escalade de violence qui culminera dans un drame que personne n'avait anticipé. Le matin du 18 octobre 1982, Marcel Durand ne se présente pas à son poste habituel dans la propriété Lavallée. Robert, habitué à la ponctualité militaire de son garde du corps, s'inquiète rapidement de cette absence inexpliquée. Vers 10 heures, ne parvenant pas à joindre Marcel par téléphone, il se rend personnellement au pavillon où loge son employé. La porte d'entrée du petit bâtiment est entr'ouverte, détail qui alarme immédiatement Robert. À l'intérieur, il découvre un spectacle de désolation. Les meubles sont renversés, les tiroirs éventrés, des papiers éparpillés partout, mais aucune trace de Marcel. Sur la table de la cuisine, une enveloppe porte le nom de Robert, d'une écriture qu'il ne reconnaît pas. Le message, rédigé en lettres capitales au stylo bile noir, est d'une simplicité glaçante. Votre garde du corps est avec nous. Si vous voulez le revoir vivant, ainsi que votre fils, cessez immédiatement toute recherche et toute collaboration avec la police. Vous avez 48 heures pour retirer votre plainte. Aucune négociation possible. Robert, bouleversé par cette escalade, contacte immédiatement le commissaire Fontaine. L'enquêteur, qui craignait cette évolution depuis plusieurs jours, met en place un dispositif de surveillance renforcé autour de la famille Lavallée tout en lançant des recherches intensives pour retrouver Marcel. Les 48 heures suivantes sont les plus longues de la vie de Robert Lavallée. Déchiré entre son désir de récupérer son fils et la sécurité de Marcel, il passe son temps à arpenter sa propriété comme un fauve en cage. Sylvie, effondrée par cette nouvelle épreuve, doit être placée sous surveillance médicale permanente. Le 20 octobre à midi, soit exactement 48 heures après la découverte de l'enlèvement de Marcel, Robert prend sa décision. Il se rend au commissariat du 17e arrondissement pour retirer officiellement sa plainte, espérant que ce geste de bonne volonté permettra de sauver la vie de son garde du corps et, peut-être, de retrouver enfin Maxence. Mais cette concession arrive trop tard. Le même soir, vers 23 heures, un appel anonyme signale la découverte d'un corps sur un terrain vague de Clichy, à quelques centaines de mètres de l'endroit où Maxence avait disparu 13 mois plus tôt. Les policiers qui se rendent sur place découvrent le cadavre de Marcel Durand, âgé de 46 ans, tué d'une balle dans la nuque tirée à bout portant. L'autopsie révèle que Marcel a été exécuté entre 6 et 12 heures avant la découverte de son corps. Il ne présente aucune trace de torture ou de violence particulière, suggérant que sa mort a été rapide et professionnelle. Cette exécution froide et méthodique porte la signature du grand banditisme organisé, confirmant que l'affaire Lavallée implique des réseaux criminels d'envergure. Robert Lavallée, anéanti par la mort de l'homme qui servait fidèlement sa famille depuis 3 ans,
sombre, dans une culpabilité dévorante. Il se reproche d'avoir entraîné Marcel dans cette spirale de violence par son obstination à vouloir retrouver Maxence coûte que coûte. Sylvie, de son côté, bascule dans une dépression profonde qui nécessite une hospitalisation en urgence. L'enquête sur le meurtre de Marcel piétine rapidement. Aucun témoin ne s'est manifesté, aucune empreinte exploitable n'a été relevée sur les lieux du crime. L'arme du crime, un pistolet de calibre 9 mm, n'est jamais retrouvée. Le commissaire Fontaine soupçonne que cette exécution vise autant à éliminer un témoin gênant qu'à envoyer un message d'intimidation à la famille Lavallée. 3 semaines après la mort de Marcel, Robert reçoit un nouvel appel des ravisseurs présumés. Cette fois, la voix n'est pas déformée électroniquement. Il reconnaît immédiatement l'accent corse de son interlocuteur. « Monsieur Lavallée, dit l'homme, vous avez eu votre avertissement. Maintenant, il faut qu'on se parle, vous et moi, d'homme à homme. J'ai une proposition à vous faire concernant votre fils. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain soir, dans un restaurant discret du 15e arrondissement. » Robert hésite longuement à prévenir la police, puis décide finalement de s'y rendre seul, espérant que cette entrevue lui permettra enfin de comprendre ce qui est arrivé à Maxence et peut-être de le récupérer. L'homme qui l'attend dans le restaurant se présente sous le nom d'Antoine Santini. La cinquantaine, élégant malgré sa cicatrice faciale, il possède cette assurance tranquille des gens habitués à inspirer la crainte sans avoir besoin de l'afficher. Dès les premières minutes de conversation, Robert comprend qu'il a affaire à un professionnel du crime organisé, probablement un cadre important du milieu corse parisien. « Monsieur Lavallée, commence Santini, votre fils nous a causé beaucoup de problèmes, et vous aussi, par la même occasion, il est temps de mettre les choses au clair. » Il explique alors que Maxence avait effectivement contracté des dettes considérables dans plusieurs cercles de jeux clandestins, mais que l'affaire avait pris une dimension inattendue à cause d'un malentendu qu'il refuse d'expliquer précisément. « Votre garçon, il n'était pas méchant, poursuit le Corse, juste inconscient, comme beaucoup de gosses de riches. Mais il s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment et maintenant c'est devenu compliqué pour tout le monde. » Cette formulation énigmatique laisse entendre que l'enlèvement de Maxence pourrait être lié à autre chose qu'une simple dette de jeu. Santini révèle alors une vérité qui va bouleverser Robert. « Votre fils, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir cette nuit-là à Clichy. On était en train de régler une affaire entre nous, une histoire qui n'avait rien à voir avec lui. Mais il était là, au mauvais moment. Et maintenant, il en sait trop pour qu'on puisse le laisser repartir tranquillement. » Cette révélation éclaire d'un jour nouveau les événements du 12 septembre 1981. Maxence ne s'était pas rendu à Clichy pour régler ses dettes de jeu, mais avait été témoin involontaire d'une opération criminelle d'une toute autre ampleur. Son enlèvement n'était pas motivé par l'argent, mais par la nécessité de faire taire un témoin gênant. « Alors qu'est-ce que vous me proposez ?» demande Robert d'une voix blanche. La réponse de Santini le glacera pour le reste de ses jours. « Votre fils est vivant, mais il ne peut plus jamais revenir à sa vie d'avant. Il a une nouvelle identité, une nouvelle vie quelque part où personne ne viendra le chercher. C'est la seule solution pour que tout le monde s'en sorte. » Robert comprend alors l'horrible vérité. Maxence a été condamné à un exil définitif, coupé à jamais de sa famille et de son univers, pour avoir été le témoin involontaire d'un crime. Cette révélation est plus douloureuse encore que l'hypothèse de sa mort, car elle implique que son fils est quelque part, vivant mais inaccessible, condamné à une existence fantôme. « Et si je refuse ?» demande-t-il. Santini hausse les épaules. « Vous avez vu ce qui est arrivé à votre garde du corps. On n'aime pas les gens qui posent trop de questions. Votre fils est en sécurité tant que vous acceptez la situation. Mais si vous continuez à remuer le passé, » il laisse sa phrase en suspens. Le message est suffisamment clair. Cette conversation avec Santini marque un tournant définitif dans la vie de Robert Lavallée. Pour la première fois depuis 13 mois, il connaît enfin la vérité sur le sort de son fils, mais cette vérité est plus cruelle encore que l'incertitude. Maxence est vivant, quelque part en France ou à l'étranger,
Mais il ne pourra jamais revenir chez lui, jamais reprendre contact avec sa famille, jamais redevenir celui qu'il était avant cette nuit tragique de septembre 1981. Dans les semaines qui suivent cette révélation, Robert traverse une période de deuil paradoxal. Comment pleurer un fils qui n'est pas mort, mais qui est définitivement perdu? Comment expliquer à Sylvie, déjà si fragile, que Maxence est vivant mais qu'ils ne le reverront jamais? L'industriel choisit finalement de garder cette vérité pour lui, laissant sa femme dans l'illusion que leur fils a peut-être une chance de revenir un jour. Sylvie, qui ne se remettra jamais complètement de cette épreuve, passe les dernières années de sa vie entre cliniques privées et séjours de convalescence. Elle s'éteint en 1987, emportant avec elle l'espoir obstiné de revoir un jour son fils unique. Robert ne lui a jamais révélé ce qu'il savait vraiment sur le sort de Maxence. L'industriel, rongé par la culpabilité et la solitude, liquide progressivement son empire économique au cours des années 1980. Il vend ses usines, ses concessions, ses biens immobiliers, comme s'il cherchait à se débarrasser de tout ce qui lui rappelle l'époque où il était père d'un héritier. En 1989, il quitte définitivement la France pour s'installer dans une villa isolée de la Costa Brava espagnole, où il coule une retraite anticipée dans l'anonymat le plus complet. Le commissaire Henri Fontaine, qui a suivi l'affaire depuis le début, prend sa retraite en 1995 sans avoir jamais pu élucider officiellement la disparition de Maxence Lavallée. Dans ses mémoires, publié en 2001, il consacre un chapitre entier à cette affaire qui l'a marqué plus que toutes les autres. Il y évoque ses soupçons sur l'implication de réseaux criminels organisés, mais reconnaît n'avoir jamais pu apporter les preuves nécessaires pour confondre les coupables. La propriété de Neuilly-sur-Seine, devenue trop lourde de souvenirs, est vendue en 1988 à une famille de nouveaux riches qui n'a jamais connu le drame qui s'y est déroulé. Les nouveaux propriétaires font démolir le pavillon où logeait Marcel Durand et aménager à sa place un court de tennis. Seuls quelques voisins âgés se souviennent encore de l'époque où les Lavallée représentaient l'aristocratie industrielle du quartier. Antoine Santini, de son côté, disparaît des radars policiers au milieu des années 1980. Selon certaines sources, il aurait été éliminé lors d'un règlement de comptes internes au milieu corse, victime des rivalités qui déchirent régulièrement ces organisations criminelles. D'autres témoignages suggèrent qu'il aurait pris sa retraite sur son île natale, protégé par le code du silence qui règne dans ces régions reculées de la Méditerranée. Quant à Maxence Lavallée, aucune trace officielle de lui n'a jamais été retrouvée depuis cette nuit de septembre 1981. Selon la version officielle, il reste un disparu, une affaire classée sans suite dans les archives de la police parisienne. Mais selon les révélations de Santini, il vivrait quelque part sous une identité d'emprunt, peut-être marié, peut-être père de famille, ignorant que son histoire continue de hanter les nuits de ceux qui l'ont aimé. En 2001, soit 20 ans après les faits, un journaliste d'investigation du Figaro tente de rouvrir l'affaire Lavallée. Ses recherches le mènent jusqu'à Robert, toujours exilé en Espagne, mais le vieil homme refuse catégoriquement de témoigner. Certaines vérités, dit-il, sont trop lourdes à porter pour être partagées. Mon fils est mort pour moi le 12 septembre 1981, et c'est ainsi que les choses doivent rester. Cette enquête journalistique révèle cependant quelques éléments troublants. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu, au cours des années 1990, un homme ressemblant étrangement à Maxence dans différentes villes de province françaises, Lyon, Marseille, Toulouse. Chaque fois, cet individu semble mener une vie discrète, exerçant de petits métiers, évitant soigneusement tout contact avec les représentants de l'ordre ou les journalistes. Un ancien inspecteur de police, interrogé sous anonymat, révèle que l'affaire Lavallée avait des ramifications bien plus importantes que ce qui avait été rendu public à l'époque. Selon lui, la nuit du 12 septembre 1981, Maxence avait été témoin d'une exécution liée au trafic de stupéfiants entre la Corse et la métropole. Les victimes de cette exécution n'avaient jamais été retrouvées.
leur corps probablement dissous dans l'acide ou coulé en Méditerranée selon les méthodes habituelles du milieu. Cette révélation éclaire enfin la véritable nature du malentendu évoqué par Santini. Maxence n'était pas venu à Clichy pour régler ses dettes, mais avait eu la malchance de choisir ce lieu isolé pour un rendez-vous galant ou une transaction personnelle. Arrivé au mauvais moment, il avait assisté à une scène qui signait son arrêt de mort sociale. Impossible de le laisser repartir libre, mais impossible aussi de l'éliminer purement et simplement à cause de la notoriété de sa famille. La solution adoptée par les criminels avait donc été de le recycler. Nouvelle identité, nouveau lieu de vie, nouvelle existence sous surveillance discrète mais permanente. Une forme de protection rapprochée inversée où le protégé devient un prisonnier doré, libre de ses mouvements mais condamné à l'anonymat perpétuel. Robert Lavallée s'éteint dans sa villa espagnole en 2003, à l'âge de 74 ans, sans avoir jamais revu son fils. Dans ses dernières volontés, rédigées de sa main, il lègue l'intégralité de sa fortune restante à des œuvres caritatives s'occupant de familles de disparus. Il demande également que ses cendres soient dispersées en mer, pour rejoindre symboliquement celui qui fut mon fils et que j'ai perdu à jamais par ma propre faute. Cette confession posthume révèle enfin la culpabilité secrète qui a rongé Robert pendant plus de 20 ans. Car la véritable révélation de cette affaire, la plus troublante de toutes, n'a jamais été rendue publique. Elle figure dans un document scellé, déposé chez le notaire de Robert, avec instruction de ne l'ouvrir qu'après sa mort. Ce testament moral, écrit de la main tremblante du vieil industriel, révèle l'indicible « J'ai voulu donner une leçon à mon fils en organisant moi-même son enlèvement. J'avais contacté Santini par l'intermédiaire d'un ami avocat en lui demandant de faire peur à Maxence, de lui faire comprendre les conséquences de ses dérives. Cela devait durer quelques jours, le temps qu'il comprenne la valeur de ce qu'il possédait. Mais cette nuit-là, Maxence a vu ce qu'il n'aurait jamais dû voir, et mon plan stupide s'est transformé en tragédie définitive. Je suis le seul responsable de la perte de mon fils et de la mort de Marcel. Cette révélation finale éclaire d'un jour tragique toute l'affaire Lavallée. Robert, désespéré par les dérives de son fils, avait voulu lui administrer un choc salutaire en orchestrant un faux enlèvement. Mais ce plan, conçu avec la naïveté d'un bourgeois qui ne connaît rien aux réalités du grand banditisme, avait tourné au cauchemar quand Maxence était devenu témoin d'un véritable crime. Santini et ses hommes s'étaient retrouvés dans une situation impossible. Ils ne pouvaient pas libérer Maxence après ce qu'il avait vu, mais ils ne pouvaient pas non plus l'éliminer à cause de l'accord passé avec Robert. La seule solution avait été de le faire disparaître définitivement, créant cette zone grise où il n'est ni mort, ni vivant, ni libre, ni prisonnier. Marcel Durand avait payé de sa vie sa loyauté et sa perspicacité. En s'approchant trop près de la vérité, en découvrant les liens entre Robert et les ravisseurs de Maxence, il était devenu un témoin trop dangereux pour être laissé en vie. Son exécution avait servi autant à éliminer une menace qu'à punir Robert pour avoir voulu jouer avec des forces qu'il ne maîtrisait pas. Aujourd'hui, en 2024, soit plus de 40 ans après les faits, l'affaire Lavallée reste officiellement non élucidée. Maxence aurait 65 ans s'il est toujours vivant. Il pourrait être grand-père, mener une existence paisible dans quelques bourgs de province, ignorant peut-être que son histoire continue de fasciner les amateurs d'affaires criminelles. Parfois, des témoins affirment encore apercevoir un homme âgé qui ressemble aux projections de vieillissement établies par la police scientifique à partir des dernières photos de Maxence. Mais ces signalements, de plus en plus rares, ne donnent jamais lieu à des vérifications poussées. Après plus de 4 décennies, l'affaire semble définitivement close, emportant avec elle ses secrets et ses non-dits. La seule certitude qui demeure est que cette histoire illustre parfaitement les dangers de l'orgueil paternel et les limites floues entre l'amour et l'autoritarisme. Robert Lavallée voulait sauver son fils de ses propres démons, mais ses méthodes ont fini par le perdre à jamais.
Une leçon d'humilité qui résonne encore aujourd'hui dans les salons feutrés de Neuilly-sur-Seine, où quelques anciens se souviennent encore de l'époque où les Lavallée incarnaient la réussite industrielle française. Cette affaire nous montre comment l'amour paternel mal dirigé peut mener aux pires tragédies, et comment un simple malentendu peut transformer une famille prospère en victime du grand banditisme. L'orgueil de Robert Lavallée, sa volonté de contrôler la vie de son fils jusqu'aux méthodes les plus extrêmes, ont causé la perte définitive de celui qu'il cherchait à protéger. Aviez-vous deviné que le père était impliqué dans l'enlèvement de son propre fils? Avez-vous perçu les indices semés tout au long du récit? Partagez vos théories dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos investigations. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui apprécie les affaires criminelles complexes. À bientôt pour de nouveaux mystères.